On va commencer, Inch'Allah, par les affections de la cavité buccale. Les affections de la cavité buccale. Alors, pourquoi il faut savoir les pathologies ou les maladies qui touchent la cavité buccale chez une vache? C'est connaître et décrire les étiologies et les causes. Là, quatrième année de l'infectieux. L'infectieux 1. L'infectieux 2. L'infection 1, c'est les maladies bactériennes. C'est les virales. Alors, 99,99 des pathologies virales chez les bovins et chez les ruminants en général ont une expression buccale. Comme un exemple, fièvre afteuse, la rhinotrachéite infectieuse bovine, la blouton, la langue de bois. La langue de bois, c'est une pathologie bactérienne, non pas virale. D'accord? La blouton. Vous êtes appelé à faire un diagnostic différentiel. Parce que, qu'est-ce qui va sonner l'alarme? Vous êtes sur le terrain. Vous avez un cas d'une pathologie buccale. Comment vous allez savoir s'il s'agit d'une maladie qu'il faut déclarer et il faut sonner l'alarme, ou bien c'est une stomatite banale qu'on va traiter avec du vinaigre et du sel? D'accord. Donc c'est le clinicien, c'est le praticien, c'est lui qui est responsable de sonner cette alarme. C'est des lésions. Ça me rappelle un petit peu le cours. Ça me rappelle la fièvre afteuse. C'est la fièvre afteuse. D'accord. Et donc vous allez automatiquement alerter les services responsables. Et là, toutes les mesures épidémiologiques vont être entreprises. Mais imagine, la fièvre afteuse sur le plan clinique. Vous avez des affres, vous avez des... Vous n'en savez rien. Automatiquement, vous n'allez pas sonner l'alarme. Et si l'alarme n'est pas sonnée, la pathologie va se propager. Et vous êtes responsable, parce que vous tournez la première barrière. C'est le praticien. Ce n'est pas l'infectiologue. L'infectiologue, il est là, il est au niveau de son laboratoire, il isole le virus, il le voit. Ça, c'est un virus de la fièvre afteuse. Sérotype O, T, B, ainsi de suite, des différentes sérotypes. Donc, rien, ce qui nous intéresse actuellement, ce n'est pas l'aspect infectieux, c'est l'aspect clinique. Comment détecter et faire la différence entre les pathologies de la cavité buccale clinique? C'est ça ce qui nous intéresse. C'est pour cette raison qu'on avait dit que connaître et décrire les étiologies, parce que les causes ne sont pas les mêmes. Un virus, il peut provoquer un type de stomatite, par exemple une stomatite ulcéreuse. L'autre, il peut donner une stomatite érosive. L'autre, il peut donner une stomatite vésiculeuse avec des vésicules. Ou il y a une stomatite papuleuse avec des papules, et ainsi de suite. Et donc, en voyant la différence entre la vésicule et la papule, on peut déterminer quelle est la pathologie sur laquelle on travaille. D'accord? Donc, les étiologies sont très très importantes. La pathogénie. La pathogénie. Où est la pathogénie? Avec la définition. C'est les mécanismes responsables du déclenchement de la maladie. Comment la maladie, à travers la cause, on a des signes. Et ça, c'est la pathogénie. La plupart des étudiants négligent cette partie. Parce que faire la physiopathie. Parce que c'est de la physiopathologie. Elle est la base de la compréhension des maladies et des pathologies. Si on ne maîtrise pas notre physiopathologie, la maladie, et éventuellement, qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas la traiter. On ne peut pas la traiter. Si on ne connaît pas les mécanismes, comment on peut arrêter ces mécanismes? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du bricolage. On fait ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Thermomètre à la fièvre, alors antipyrétique.
C'est une affection respiratoire, antibiotique, anti-inflammatoire. C'est ce qui se passe actuellement sur le terrain, attention. D'accord? C'est ce qui se passe actuellement sur. Vous êtes des docteurs vétérinaires, non? Oui. Les docteurs vétérinaires, vous êtes une branche médicale. Pour exercer une médecine, il faut savoir les mécanismes pathogéniques. D'accord? Donc, des mécanismes pathogéniques. Donc, c'est le mécanisme responsable du déclenchement de la maladie. Bien sûr, tous ces mécanismes physiopathologiques, ils vont donner des signes cliniques. Donc, il faut les savoir. Et parmi les signes cliniques, c'est les signes d'appel. Des motifs de consultation. Alors, je dis des signes d'appel. Hein? Ça aide. Parce qu'il y a le facteur téléphone et Internet qui sont sur la pratique. Donc, c'était des consultations. Donc, il fallait se déplacer et en se déplaçant, l'éleveur nous dit que la vache souffre de ça. Mais maintenant, c'est téléphone. Je donne un exemple, tout simple. Il y a comme un éleveur, une vache, et vous allez tous répondre la même réponse. Ça va être non. Il va vous appeler. C'est une vache haute laitière. Elle a veillé depuis 24 heures. Elle est dans l'incapacité de se redire. Vous allez répondre la même question en même temps. Hypocalcémie. Alors que ce problème, il s'introduit dans ce qu'on appelle le syndrome de la vache couchée. Le syndrome de la vache couchée, je vais une pathologie. Il y a 12 pathologies. D'accord? Donc, si on ne peut pas faire la différence entre une hypocalcémie et un problème traumatique, vous allez perdre du calcium, vous allez perdre du temps et vous allez perdre l'animal. Sur le plan économique, hein? D'accord? Sur le plan économique. Voilà. Donc, les signes d'appel sont très importants. Les signes d'appel sont très importants. Mais, généralement, lorsque vous êtes devant des cas bien précis, les signes d'appel, il faut les prendre sous réserve. Parce que ce que voit l'éleveur, ce n'est pas ce que vous voyez vous. D'accord? Ouais, il peut donner certains détails que vous allez utiliser, mais ne vous fixez jamais sur ce qu'il dit directement à 100%. D'accord? Donc les signes d'appel sont très importants ou les équipes de l'éleveur. Le diagnostic différentiel, alors le diagnostic différentiel il est très important. Comment différencier? Et c'est pratiquement le terrain, surtout le terrain algérien, c'est la pièce maîtresse de la réussite d'un bon vétérinaire. Comment faire la différence entre une pathologie et une autre? C'est le diagnostic différentiel. D'accord? Maintenant, peut-être le faire à l'expérience, ou le faire à le savoir, et ainsi de suite. D'accord? Donc, le diagnostic différentiel est les examens complémentaires. Alors, pour les examens complémentaires, في الجزائر الحبيبة نقدر نقول لكم اللي ils sont n'existent environ. Très rare qu'un vétérinaire rural il donne des prises de sang ou des laboratoires pour faire FNS ou la surveillance ou la rotation. Très rare. Alors que dans les pays qui se respectent, c'est des mini-coupeurs portables. Une goutte de sang, directement, vous avez toute la panoplie devant vous. D'accord? Qui peut nous aider beaucoup. Hein? Par exemple, une hypocalcémie. On peut détecter directement une hypocalcémie et on peut faire la différence.
Ça, c'est très important. Le plan de traitement, qui en découlera automatiquement, est la chose la plus importante, c'est la prophylaxie. Comment prévenir les pathologies que vous allez rencontrer? Actuellement, un vétérinaire qui traite, c'est un échec. D'accord? Surtout dans les grandes exploitations. Dans les grandes exploitations, il ne faut plus traiter, il faut prévenir. Si vous êtes un traitement, c'est un échec. Chez les vaches se fait avec la langue. La chie avec la sélective. D'accord? Elle se fait avec la langue. Et tous les corps étrangers ingérés avec l'alimentation sont incorporés dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'une vache ne va pas directement vers le corps étranger et l'avale. D'accord? Le corps étranger, il est enfoui dans une botte, dans un demi-botte, une demi-botte. Une petite partie de foin. La elle prend le tout avec sa langue. Par contre, les ovins, ils sont plus mobiles. Ils sont plus mobiles. Ils ont une particularité, les lèvres chez les ovins. Ils ont la scissure labiale. C'est la scissure labiale. Ça veut dire que les deux lèvres sont séparées. Et donc la mobilité, la droite, la gauche est casse. La gauche, la droite est casse. Donc, c'est pour cette raison que les corps étrangers sont très très rares chez les ovins par rapport aux bovins. D'accord? Par rapport aux bovins. Ça, c'est une particularité. La particularité de la langue maintenant. La particularité de la langue. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va trouver des pathologies dans ce sens. D'accord? Alors, la particularité de la langue, bouche nourrie, chez les bovins, elle est mobile, elle est très mobile. À droite, à gauche, et ainsi de suite. C'est l'organe de préhension. Et donc, elle doit être le plus mobile possible. Qu'il y ait une partie très importante à ne pas négliger au niveau de la langue d'une vache. C'est la partie gonflée et charnue en arrière. C'est ce qu'on appelle le tophus lingual. C'est la partie la plus en arrière de la langue. C'est une partie beau soufflue. Et le rôle qu'a le tophus lingual, c'est quoi? Un rôle mécanique très très important. Très bien. Parce qu'en arrière, il n'a pas besoin que quelque chose l'aide pour avaler. Très bien. Pour la rumination, qu'est-ce que le tophus lingual, il s'abaisse et il le bol alimentaire. Allez, d'une part. D'autre part, il faut le voir. Il faut le voir. En clinique, on va essayer de voir comment il s'oriente. Il s'oriente de droite à gauche et de gauche à droite. Il suit glace. Non. Très bien. C'est orienter les grosses particules lors de la mastication vers la table molaire, prémolaire et molaire. La table dentaire, molaire et prémolaire. Où il oriente les fibres pas vers les drosses, vers les molaires et les prémolaires, pour que ces derniers soient écrasés, mastiqués. Donc attention, attention. Vous êtes automatiquement orienté vers la table dentaire. Ah oui. Et la table dentaire, c'est quelque chose qui est. J'ai vu des gens qui ont, eux, le doigt coupé. D'accord? Alors, pourquoi on en parle de ce tophus lingual, de ce tophus lingual? Parce qu'on va voir
que la plupart des lésions de la cavité buccale vont siéger au niveau du tophus lingual. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le tophus lingual, s'ils ouvrent la cavité buccale, ils ne sont pas avertis vers le tophus lingual. Et des fois, tellement il est mobile, il cache en dessous cette lésion. On va voir par exemple la nécrobacillose ou la stomatite cropale. On a trouvé des trous en dessous du tophus lingual. Et c'est une vache qui salive, qui ne s'alimente pas. On n'a rien compris. Si on n'était pas averti du tophus lingual, on s'inquiète vis-à-vis de ce tophus lingual. On ouvre la cavité buccale, on voit qu'il n'y a rien, c'est rien. D'accord? Donc, attention, le tophus lingual est un organe très très important à ne pas négliger lors de l'examen de la cavité buccale. À ne pas négliger en cas d'examen de la cavité buccale. Normalement, c'est des rappels sémiologiques. Pour rafraîchir un petit peu la mémoire par une photo, ou là, un schéma. Je fais tourner maintenant. Donc, on a trois paires. Les nœuds lymphatiques sous-maxillaires, également appelés mandibulaires, drainent la moitié inférieure de la tête. Les nœuds lymphatiques parotidiens drainent la moitié supérieure de la tête. Les nœuds lymphatiques rétropharyngiens drainent la tête et le début de l'oncle. On va voir ça, le schéma 4. Donc, ado, c'est les glandes. Ado, c'est les glandes parotides. Les glandes salivaires parotides. Les ganglions se situent en dessous des glandes. C'est pour cette raison que l'examen d'anatomie vidéo, on joue sur la glande et on va en dessous de la glande. Alors, comment faire la différence entre une glande et un ganglion? La taille, très bien. La consistance, la glande elle est polylobée, les 10. Très bien. Donc, la glande parotidienne et en dessous, vous avez les ganglions parotidiens. D'accord? Alors, ok? Voilà. La glande mandibulaire, en dessous, vous avez les ganglions rétropharyngiens. Voilà. Sous-maxillaire, vous avez une glande salivaire sous-maxillaire et vous avez un ganglion sous-maxillaire qui drague la moitié inférieure de la tête. Donc, moitié antérieure de la tête, supérieure et antérieure, moitié postérieure et encolure, moitié inférieure de la tête. علاش علينا لازم نعرفوا la position et علاش? Pourquoi? Dans la pathologie, lorsqu'on traite la pathologie, pourquoi c'est très important? باش نعرفوا Alors, pourquoi? Magnifique. La localisation. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des pathologies qui sont suivies par une réaction ganglionnaire. Il a le ganglion qui est atteint. On sait la partie qui est touchée. Par exemple, si on trouve un ganglion parotidien qui est touché, quel est l'organe? L'ischopère. L'œil. L'œil là, c'est l'arcade, c'est l'arcade, c'est la peau. C'est la peau. Non. L'œil a une unité interne, c'est comme l'os. Voilà. Sauf les organes sensibles. Alors, B, je dirais une unité in situ, spéciale. Elles n'ont aucune relation avec les ganglions d'un organisme. Très important. D'accord? Ils ne sont pas tributaires des ganglions de l'organisme. Et bien, l'œil, s'il y a une infection oculaire, généralement, c'est très
Les dents. Ou les dents. Très bien. Donc vous voyez un petit peu, lorsqu'il s'agit d'une réaction ganglionnaire isolée, hein, c'est-à-dire une hypertrophie à la parodie, le ganglion parodidien. D'accord? Uniquement. Donc, ça va vous orienter vers la région qui est peut-être atteinte. Maintenant, si vous trouvez les ganglions parodidiens, les ganglions rétropharyngés et les ganglions sous-maxillaires, qu'est-ce que vous allez dire? C'est une atteinte de la cavité buccale en entier. Très bien. Et donc, connaître l'emplacement et l'anatomie topographique des ganglions de la tête, c'est très, très, très important. On va essayer de les voir en clinique. D'accord? On va essayer de les voir en clinique. Voilà. Toujours dans les rappels sémiologiques, les symptômes d'appel. Quels sont les symptômes d'appel qui nous orientent vers une atteinte de la cavité buccale? Les passes à l'eau. La mauvaise. C'est la déformation au niveau des mâchoires ou de la région de l'auge. Alors la région de l'auge, oui, entre les deux mandibules, la dérange. D'accord? Des fois, on a des déformations à ce niveau. C'est beau, une boule de nerf. D'accord? C'est ce qu'on appelle le nerf de l'auge. Ok? Où là, on peut voir des déformations au niveau des joues, sous forme d'abcès. Aga, nephramina. Donc, ça va nous orienter vers une atteinte de la cavité buccale. D'accord? Ça va nous orienter vers une atteinte de la cavité buccale. Mais le signe, j'aime pas utiliser ce terme, mais pathognomonie. La bouche a la pathognomonie. Il n'y a pas de signe pathognomonie. D'accord? C'est la salivation excessive. Maintenant, il faut différencier entre deux types de salivation. Il y a le ptyalisme, il y a l'hypersialie. Alors, le ptyalisme, c'est quoi? Hypersalivation. C'est l'hypersalivation. Donc, l'hypersialie et la sialose. Le ptyalisme, c'est la salivation excessive. L'hypersialie, c'est une production excessive de salive. L'hypersialie, c'est une production excessive de salive. C'est-à-dire que la vache produit plus que normalement. Elle produit plus de salive que normalement. D'accord? Elle est l'hypersialie. La sialorée, par contre, c'est une déglutition. C'est-à-dire que la quantité de salive, elle est physiologique, mais il y a une capacité de déglutir cette salive. Et donc, elle va sortir vers la cavité buccale, à travers la cavité buccale. Maintenant, comment faire la différence? Justement, le grand problème, c'est aucun moyen qui peut nous déterminer est-ce qu'il s'agit d'une sialorée ou d'une hypersialie. Parce que ce que nous, c'est de la salive qui coule de la cavité buccale. Mais on ne sait pas s'il y a une hypersialie ou s'il y a une sialorée. Comment vous allez faire la différence? Déglutir les aliments. Ça veut dire que la déglutition de la salive, elle est associée à un défaut de déglutition d'autres aliments. Fahmtou? Lors d'hypersialie, l'animal peut déglutir, mais il y a une surproduction de salive. Donc vous allez tester quoi? Vous allez tester la déglutition dans ce cas. Vous allez lui donner un aliment. S'il peut le déglutir, ça veut dire que c'est une hypersialie, c'est une hyperproduction de salive. S'il ne peut pas déglutir, là vous allez penser à peut-être que c'est un problème
de cyaloré, d'accord? De cyaloré, suite à la non-déglutition de cette salive. D'accord? Pourquoi il faut faire la différence entre les deux? En quoi ça peut nous aider? En quoi ça peut nous aider? Localisation de la pathologie. S'il n'y a pas de problème de déglutition et il y a une surproduction de salive, le rôle de la salive, j'ai dans ce cas, physiologiquement, quel est le rôle de la salive physiologiquement? Chez la vache, composer l'acidité du rumen, parce qu'elle est riche en bicarbonate. C'est, alors le second. Lubrification du bol alimentaire et le ramolissement des fibres. Maintenant, ça, c'est une vache qui va prendre beaucoup de lest, de fourrage. Et donc la salive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'imbiber ce fourrage pour être mieux dégluti. Zédo. Dégradation des sucres. Quel est le type de sucre? Hein? Ah, là, je me trompe. Est-ce que la salive de vache contient de l'amylase? Non. Voilà, écoutez, madame la sucre. Alors, est-ce que la vache a besoin d'une amylase salivaire? Elle a une cuve de fermentation, vous serez dégradé. Elle n'a pas besoin d'une amylase. Elle a toute une microflore amylolytique. Je dis l'amylase. Donc automatiquement, la vache n'a pas, la salive de la vache ne possède pas d'amylase. Elle n'a pas d'amylase. Elle n'a pas besoin d'amylase. C'est de l'amidon directement qui pénètre au niveau du rumen. Il est attaqué par une microflore, une bactérie avec des enzymes de la microflore et tout. D'accord? Donc ne faites jamais la bêtise de dire que la salive des ruminants possède de l'amylase. Elle ne possède pas de l'amylase. Donc, elle a un rôle la pathologie, elle la physiologie. Donc, ramollissement du bol alimentaire, effet tampon, elle a un rôle dans l'apport d'azote, parce que vous savez, c'est chez les vaches, elle a un cycle entérosalivaire. Il y a de l'azote, il est là, le rumen, il est là vers la salive, qui est stocké au niveau des glandes salivaires. Hein? Et il est excrété, il est libéré lors des besoins. Lors des besoins. Hein? Vous savez que les vaches ont besoin d'azote. Hein? Ils ont besoin d'azote. L'information est là. Pourquoi ils ont besoin d'azote? Oui, c'est pour la fabrication des protéines. C'est pour la fabrication des protéines. Vous êtes jamais demandé, lorsqu'on consomme de la viande bovine, c'est de la viande animale, c'est des protéines animales. Est-ce que la vache consomme des protéines animales? Des protéines animales. Des bactéries. C'est une transformation. Et elle prend des protéines végétales, elle les transforme en protéines animales. Grâce à quoi? Grâce à sa flore protéolytique et protéosynthétique. Flore très très importante. D'accord? Alors, comme rôle aussi de la salive, c'est quoi? C'est l'élimination de tout ce qui est toxique. Voilà. Donc, parmi les rôles de la salive, c'est quoi? C'est l'élimination des toxines. L'élimination de tout ce qui est toxique. Autre rôle. C'est ça, c'est une barrière physiologique. Bactéries, toxiques, chimiques, etc. Un autre rôle de la salive, c'est quoi? C'est un effet humidifiant
des muqueuses lésées, des muqueuses congestionnées. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, lorsqu'on va parler d'inflammation de la cavité buccale, le seul signe qui est accumulé à chaque fois, c'est la salivation, c'est le dialyse. Pourquoi? Parce que la salive, elle essaie de recouvrir toutes les muqueuses qui sont lésées. D'accord? Et donc, plus l'inflammation qu'il y a, plus la production de salive, elle est élevée. Bien. D'accord? Donc, salivation excessive, le pianisme, l'hypersaline et la cerveau. Autre signe évocateur d'une atteinte, ce n'est pas un signe spécifique, la baisse d'appétit. Vous allez retrouver la baisse d'appétit pratiquement que 15 000 des pathologies. 15 000 des pathologies. D'ailleurs, c'est le signe d'appel le plus fréquent. L'éleveur, à chaque fois, d'accord? Donc, c'est un signe non évocateur d'une pathologie buccale. Mais associé à d'autres signes, on peut dire qu'il s'agit d'une affection buccale. Autre signe aussi, c'est la difficulté de préhension des aliments. Et là, on revient vers la particularité de la préhension chez les bovins. Alors, chez les bovins, quand est-ce qu'on a un problème de préhension? Quand ça touche la langue. Par contre, chez les ovins, chez les lèvres, on va voir qu'il y a des pathologies, surtout chez les jeunes, il y a des papules au niveau des lèvres, c'est ce qu'on appelle l'ectyma contagieux. L'ectyma contagieux. Un ectyma adaya, il va empêcher l'agneau de se nourrir. Parce qu'il ne peut pas faire la préhension. D'accord? Et c'est la mort des jeunes sujets. Donc, difficulté de la préhension. S'il s'agit de bovins, c'est la langue. Et là, quand on va étudier la langue de bois et l'actinobacillose, c'est une des causes. Par contre, chez les ovins, les pires ruminants, c'est surtout au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres. Autre signe, donc, qui peut nous orienter aussi vers une atteinte de la cavité buccale, c'est la dysphagie. Alors, la dysphagie, c'est quoi? C'est gêne ou blocage lors du passage des aliments dans le pharynx. La dysphagie. D'accord? Dysphagie, ça veut dire que c'est un animal qui peut qui peut mastiquer, mais arriver au niveau du pharynx, il a des difficultés. Soit il y a un passage forcé, et là on ressent la gêne, soit il y a un reflux. D'accord? Là, on va parler de dysphagie. Là, on va parler de dysphagie. Il y a aussi la météorisation. Alors, moi, je dirais que la météorisation, les cavités buccales, les atteintes de la cavité buccale et les voies digestives en général. Je vais vous aider un petit peu. Là, il s'agit essentiellement de météorisation gazeuse et non pas de météorisation spumeuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de spume. C'est la météorisation avec des gaz. D'accord? Avec des gaz. Quelle est la relation entre les pathologies buccales ou les pathologies des voies digestives? Parce que les voies digestives, nous avons l'œsophage. On a l'œsophage. Soit un obstacle. Des obstructions de l'œsophage. Les obstructions de l'œsophage vont empêcher effectivement les phénomènes d'éructation. Et donc les gaz vont s'accumuler au niveau du dent gazeux et ils vont provoquer cette météorisation. Lorsqu'on va étudier les obstructions de l'œsophage, on va voir que il y a des fois des météorisations mortelles. Et là, paradoxalement, il y a certains qui s'orientent, qui s'inquiètent de l'obstacle de l'œsophage, mais ils ne s'inquiètent pas de la météorisation qui peut tuer l'animal. Il faut sauver l'animal dans un premier temps, de chercher l'étiologie de l'obstacle. Donc, trocarder l'animal, prendre du gaz, parce que la sonde ne peut pas passer. D'accord? Trocarder l'animal, faites dégager les gaz, vous passez vers
l'étiologie de l'obstruction. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous êtes devant des cas de météorisation gazeuse, ayez toujours à l'esprit qu'une pathologie œsophagienne, une pathologie pharyngienne peut être à l'origine d'une météorisation gazeuse. Parce que, n'oublions pas, la météorisation gazeuse, comme certains le pensent, elle est due non pas à une surproduction de gaz, mais à une non-élimination de gaz. Il faut toujours avoir cet esprit. L'animal météorise une météorisation gazeuse, non pas parce qu'il a produit beaucoup de gaz, mais parce qu'il n'a pas pu évacuer ce gaz. Classe? Très bien. Là, bien sûr, l'examen clinique donc, de la cavité buccale, les particularités du mouvement, donc les lèvres sont mobiles, et on a discuté sur ça. Et au niveau de la cavité buccale chez les bovins et chez les ovins, nous avons une partie très spéciale aussi. Je finis à la langue, c'est le tophus lingual. Les gencives qui a une partie, et c'est le bourrelet gingival. À l'époque, les ruminants n'ont pas de dents, n'ont pas d'incisives supérieures. À des gars, hein? Oui? Sûr? Clair. Donc, ils ont un bourrelet gingival. Ok? Ils ont un bourrelet. Mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'incisif supérieur chez les ruminants? Mais vous n'êtes jamais demandé à l'aide. Ils ont besoin de bien. Oui, effectivement. Au contraire, les incisifs supérieurs et inférieurs, ça l'aurait gêné dans l'appréhension et dans la mastication. Ce qui les intéresse, c'est de prendre le maximum après la première prise, dans l'état dentaire, c'est la rumination qui revient. Donc ils n'ont pas besoin des coups de mâchoire très importants. Et c'est pour cette raison que le bourrelet gingival existe. Et des fois, nous avons des pathologies qui siègent. Dès salivation, dès que tu as la cavité buccale, rougeur avec des ulcères au niveau du bourrelet gingival. Donc c'est. Hein? Gingivite, c'est autre gingivite, palatite, et ainsi de suite. Ça, c'est des termes qu'on va utiliser fréquemment. Pourquoi je vous ai montré cette photo? C'est pour attirer votre attention toujours. D'accord? Donc vous avez la langue directement dans le lingual, la cavité buccale supérieure, c'est le bourrelet gingival. C'est généralement les endroits où siègent les principales lésions de la cavité buccale. Non, les médecins, vous vous direz, ça vient directement sur l'animal, qu'est-ce que vous allez voir. D'accord? La langue et les joues et l'œsophage, bien sûr. Parce que l'œsophage fait partie des voies supérieures, des voies digestives supérieures. Donc, l'œsophage, qu'est-ce qu'on fait? On palpe l'œsophage, ou bien on passe une sonde œsophagienne mécanique. D'accord? On palpe l'œsophage. Il faut la palpation de l'œsophage etc. Comment elle se fait? Hein? À côté de la trachée, on n'aura pas. Est-ce que la palpation, elle se fait comme ça? Non. Comme diamètre règle. Donc elle se fait d'une main et d'une main. Des deux mains.
C'est une semeuse, c'est pas un chien. D'accord? Donc, vous avez l'encolure et vous avez les deux mains, à droite et à gauche. Plus exactement, au niveau côté gauche que le côté droit. D'accord? Donc, on parle pour l'œsophage. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez d'éventuelles pathologies, d'éventuels corps étrangers. D'accord? Des obstructions. Ou bien des ganglions qui sont en train de comprimer l'œsophage. C'est ce qu'on appelle la compression externe. D'accord? Donc vous allez chercher le tout. Ou bien, c'est la haja qu'on utilise très fréquemment en médecine rurale, c'est la sonde œsophagienne. Elle est très simple. Les en déterminent une démonstration sur la sonde difficile. Voilà, mais quand même. Très facile. Alors la sonde œsophagienne, elle a une double casquette. Elle a une casquette thérapeutique. Une casquette thérapeutique. Ça veut dire une sonde, une chlora, une placée l'entonnoir tana, on va tout ce qui est réhydratant ou des toniques réménales et ainsi de suite. Mais elle a un autre rôle, c'est le rôle diagnostique. Elle permet exactement de déterminer le lieu de l'obstruction. Alors, quand on fait introduire la sonde, et on calcule la distance à peu près. D'accord? Un autre rôle diagnostique, c'est quoi? C'est différencier entre une météorisation gazeuse et une météorisation spumeuse. La gazeuse, c'est les gaz qui vont se essayer de soulagement de l'animal. La spumeuse, d'accord? D'ailleurs, quand on fait ressortir la sonde, elle sera toute recouverte de mousse. Donc, c'est un moyen diagnostique qui fait la différence entre tout ce qui est gazeuse et tout ce qui est spumeuse. D'accord? Donc, la sonde œsophagienne mécanique, elle a un rôle très important sur le plan thérapeutique, sur le plan diagnostique. Et enfin, vous avez les nœuds lymphatiques. Donc, ça permet de voir un petit peu les territoires qui sont atteints. D'accord? Des territoires qui sont atteints. Donc, je pense que ça devrait suffire pour aujourd'hui.